Le jour où la coopérative lui a rendu sa blouse, elle avait 320 € sur son compte et un chien qui boitait. 7 ans de métier tenu dans un carton de déménagement. Une phrase du directeur cousue dans la tête comme une écharde. Il n'y a pas besoin d'une faute prouvée. Une association d'idées suffit. Elle a hérité d'une ferme en pierre noire sur un plateau battu par le vent, sans eau courante, sans voisins, avec 13 ruches abandonnées au fond d'un pré que personne ne fauchait plus. Les autres vétérinaires du canton faisaient comme si elle n'existait plus. Elle a réappris à vivre à la lumière d'une lampe à pétrole, les mains dans la cire froide, en silence. Jusqu'au matin où son chien s'est couché devant une vieille ruche et n'a plus voulu bouger. Ce qu'elle a trouvé à l'intérieur dormait là depuis 40 ans, et ça a fait tomber l'un des plus grands groupes agrochimiques de France. Si vous savez ce que c'est que de se voir retirer quelque chose qui vous appartient, sans preuve, sans recours, juste avec une porte qui se referme proprement dans le dos, cette histoire est pour vous. Écoutez jusqu'au bout, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel était le moment où vous avez compris que vous étiez plus solide que ce qu'on vous avait fait croire. La porte s'est refermée derrière elle à 17h12. Margot Delahaye est restée une seconde immobile dans le couloir de la coopérative. Le carton dans les bras, la blouse blanche encore sur les épaules parce qu'elle avait oublié de l'enlever. Dans le carton, un stéthoscope Littmann acheté à la fin de ses études, un thermomètre en inox, une trousse d'autopsie, un calendrier de vaccination annoté à la main et une photo de son père avec une vache Salers qu'elle avait prise à 14 ans. Rien d'autre. 7 ans de travail tenaiement dans un carton de déménagement de taille moyenne. Elle avait 31 ans. Un diplôme de l'école vétérinaire de Lyon, option animaux de rente. Une spécialité en pathologie bovine obtenue à Nantes. Et depuis 2 mois, une ligne dans un rapport interne qui disait « Erreur de diagnostic caractérisée ayant entraîné la perte de cheptel ». Le cheptel en question était celui des Boisseliers. 47 vaches laitières, 3e génération. Margot avait été appelée un mardi soir de mars pour des symptômes qu'elle n'avait jamais vus groupés chez autant de bêtes. Léthargie, tremblements, désorientation, chute brutale de la production. Elle avait examiné, prélevé, rédigé un rapport qui concluait à une intoxication probable, en recommandant l'arrêt immédiat du tourteau de colza livré par Valorex Nutrition, filiale du groupe Singvea. Le lendemain, 3 vaches étaient mortes. Avant la fin de la semaine, 11. Boisselier avait abattu le reste. 2 mois d'entretien avaient de suivi. Un rapport contradictoire commandé à un laboratoire extérieur. Puis une lettre et une formule que le directeur Veissad avait prononcée tranquillement, comme s'il expliquait quelque chose d'évident. Margot, il faut que vous compreniez qu'à ce niveau, il n'y a pas besoin d'une faute prouvée. Il suffit d'une association d'idées. Elle avait signé la rupture conventionnelle parce qu'elle n'avait plus la force de ne pas signer. Brume l'attendait dans la voiture, sur le siège passager, la tête posée sur le tableau de bord. Un border collie de 11 ans, robe noire et blanche, un œil bleu pâle, un œil brun foncé. Il boitait de la patte arrière droite depuis qu'une voiture l'avait accroché sur la route de Murat 6 ans plus tôt. Il leva la tête quand elle ouvrit la portière, la regarda une seconde, puis posa le museau sur sa cuisse pendant qu'elle démarrait. Pas de questions, pas de regard appuyé, juste le museau chaud et lourd, et il était resté là. Elle rentra par la route de Vic-sur-Serre. Elle passa devant le pont sur la Serre et regarda l'eau en traversant, claire et rapide, avec la sensation assez nette que quelque chose venait de se détacher d'elle et de partir dans le courant. Dans le 2 pièces d'Aurillac, elle posa le carton sur la table de la cuisine, donna à manger à Brume, s'assit sur le canapé en gardant la blouse. Elle resta comme ça 1 heure. Dehors, il commençait à pleuvoir. Brume vint poser le menton sur sa chaussure. Elle avait 320 € sur son compte. Un loyer qui tombait dans 9 jours. Et la phrase de Veissad qui lui revenait en boucle, qu'elle comprenait seulement maintenant, dans le silence de la cuisine, dans toute sa précision, on ne l'avait pas accusée. On n'avait pas eu besoin. Une association d'idées avait fait le travail à sa place, proprement, sans laisser de traces. Elle n'était pas en colère. Elle n'était pas effondrée non plus. Elle était suspendue quelque part entre les deux,
dans un état qu'elle ne connaissait pas encore et pour lequel elle n'avait pas de nom. Brume respirait lentement contre sa chaussure. La pluie cherchait les vitres sans les trouver. Elle se réveilla le lendemain avec un mal de tête et une idée d'ordre pratique. Trouver du travail. Les cabinets vétérinaires indépendants du Cantal et de la Haute-Loire étaient 5 à travailler avec les éleveurs bovins. Elle en connaissait 4 personnellement, avait croisé le 5e lors des journées techniques de la Chambre d'agriculture. Elle écrivit 5 courriels brefs et factuels, sans mentionner les circonstances de son départ, en précisant simplement qu'elle était disponible immédiatement. Elle relut chacun 2 fois. Elle les envoya. Elle se fit du café. La première réponse arriva à 10h40. « Bonjour Margot, nous avons entendu parler de ce qui s'est passé, nous sommes désolés. Nous ne recrutons pas en ce moment. » La deuxième à 14h, dans les mêmes termes, presque mot pour mot. La troisième à 16h. La quatrième à 17h30. La cinquième ne vint pas du tout. Elle ferma l'ordinateur. Le milieu était petit. Le Cantal n'était pas la région parisienne. La vétérinaire rurale n'était pas une profession anonyme. Et Veissade n'avait rien eu besoin de dire explicitement. La rupture conventionnelle parlait pour elle, avec la discrétion et l'efficacité d'une rumeur bien placée. Margot n'en voulait à personne en particulier. C'était simplement la mécanique des choses, et la mécanique s'était mise en route sans qu'elle puisse l'arrêter. Elle sortit marcher avec Brume dans les rues d'Aurillac. Il faisait un froid sec, le ciel bas sur les toits d'ardoise, la lumière de Mars qui donnait à toute une teinte légèrement irréelle. Elle monta vers le château Saint-Étienne sans destination précise, laissa Brume renifler les grilles, les pieds de platane, les coins de mur. Il boitait plus que d'habitude à cause du pavé. Elle s'arrêtait plusieurs fois pour l'attendre, et chaque fois il levait les yeux vers elle avec cette expression tranquille des chiens, qui ne savent pas qu'ils font de la peine et qui, pour cette raison, n'en font pas vraiment. C'est en rentrant qu'elle trouva la lettre dans la boîte. Une enveloppe Kraft cachée d'études notariales, Maître Chabrerie, Saint-Flour. Elle monta l'escalier, posa Brume sur le canapé pour lui masser la patte comme elle faisait chaque soir, ouvrit l'enveloppe. Sa grand-mère paternelle, Célestine de La Haye, était morte le 13 février à 89 ans. Margot n'avait pas pu aller à l'enterrement. Elle était en pleine procédure avec la coopérative, les entretiens s'enchaînaient. Veissade refusait les congés. Elle avait envoyé des fleurs et pleuré une nuit entière dans le 2 pièces, et elle avait cru que c'était fini. La lettre de Maître Chabrerie disait autre chose. Elle informait Margot qu'elle était l'unique héritière désignée par sa grand-mère, au terme d'un testament holographe déposé en 2019. L'héritage comprenait une maison d'habitation en pierre à Compin, lieu-dit Le Chassin. Altitude 823 mètres. 2 pièces au rez-de-chaussée, 2 combles aménagés, toiture en lauze en état moyen, sans eau courante raccordée. Un pré attenant de 3 hectares en zone de montagne. 13 ruches en bois de type d'Adam, en état indéterminé, installées sur le pré depuis 1983. Et un chien. Border collie mâle, répondant au nom de Brume, enregistré au nom de Célestine de La Haye, à la mairie de Compin, tatouage et puce à jour. Margot s'arrêta sur cette ligne. Elle avait toujours cru que Brume était à elle depuis ses études, récupérée à 17 ans dans une portée que sa grand-mère n'avait pas voulu garder. Le testament était clair, elle en avait eu la garde. Ce n'était pas la même chose. Elle posa la lettre sur la table. Elle regarda Brume qui dormait contre sa cuisse, la patte arrière tendue. Elle le regarda longtemps comme on regarde quelqu'un qu'on croyait connaître et qu'on découvre différemment, sans que rien ait vraiment changé. Puis elle ouvrit son ordinateur et chercha les horaires du train de Neussargues. Un billet à 29 € pour le lendemain matin. Aller simple. Elle réserva sans chercher d'explication à ce geste. Il y avait des décisions qui se prenaient avant qu'on ait fini de les penser, et celle-là en était une. Le matin suivant, elle glissa la clé du studio dans une enveloppe avec un mot pour la voisine du dessus. « Je reviens la chercher si je reviens. » Elle hésita devant cette dernière phrase. Elle la laissa. Elle cacheta l'enveloppe, mit ses affaires dans un sac à dos, prit la laisse de Brume et elle partit. L'étude de Maître Chabrerie,
occupait le premier étage d'un hôtel particulier en basalte noir, place d'Armes, à 200 mètres de la cathédrale. Margot entra à 11h20 avec Brume en laisse courte. Les griffes du chien cliquetèrent sur le parquet ancien. La secrétaire leva les yeux, regarda Brume, sourit à moitié et dit « Entrez, il vous attend ». Maître Chabrerie était un homme de 60 ans passés, costume gris anthracite, voix basse et précise. Il fit asseoir Margot, servit 2 verres d'eau, ouvrit le dossier. Il y avait aussi, assis dans un fauteuil contre le mur, un autre homme qu'elle n'avait pas remarqué en entrant. La cinquantaine, costume bleu marine bien coupé, une montre fine au poignet, un attaché-case posé à plat sur ses genoux. Il regarda Margot avec le genre de sourire qu'on réserve aux situations qu'on trouve légèrement comiques, sans se donner la peine de le cacher. Maître Chabrerie le présenta. Laurent Vaugirard, juriste en charge du dossier pour la Mutuelle Centrale d'Auvergne. Il souhaitait s'entretenir avec Margot avant la signature, si elle le permettait. Margot dit qu'elle permettait. Vaugirard parla doucement, calmement, avec l'efficacité d'un homme qui a fait ce discours 50 fois. Sa compagnie détenait une option prioritaire d'achat sur le bien de Madame Delahaye grand-mère, consentie de nombreuses années auparavant dans le cadre d'un arrangement privé. L'option n'avait jamais été levée du vivant de la défunte. Aujourd'hui, la Mutuelle Centrale d'Auvergne souhaitait proposer à l'héritière un rachat immédiat de l'ensemble. Maison, pré, ruche, pour un montant de 82 000 € net, frais de notaire inclus. Signature possible dans la journée. Il attendit la réaction de Margot avec le sourire intact. Margot avait 320 € sur son compte. 82 000 € net. Elle pouvait payer le loyer d'Aurillac pendant 3 ans, racheter du matériel, s'installer ailleurs, là où personne ne la connaîtrait. Elle dit « Pourquoi ?» Vaugirard cligna des yeux. « Pourquoi quoi, mademoiselle Delahaye ?» Margot. Pourquoi votre compagnie veut racheter une maison sans eau courante et 13 ruches abandonnées à 800 mètres d'altitude pour 82 000 €? Le sourire de Vaugirard se modifia légèrement, sans disparaître. Il expliqua que la Mutuelle Centrale d'Auvergne développait depuis plusieurs années un programme foncier à vocation écologique dans les zones de moyenne montagne. Le pré du Chassin s'inscrivait dans une contiguïté stratégique avec d'autres terrains déjà détenus par leur société civile immobilière. Purement patrimonial. Rien de mystérieux. Margot regarda Brume à ses pieds. Il était assis, les oreilles en alerte, tourné vers Vaugirard. Il ne grognait pas. Il le regardait simplement, avec cette attention tranquille qu'il mettait parfois devant une vache qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle dit « Merci pour l'offre. Je vais réfléchir. » Vaugirard dit qu'elle avait toute la journée et le lendemain. L'offre restait valable 15 jours. Au-delà, elle serait réévaluée à la baisse en fonction de divers paramètres techniques. Il lui tendit une carte de visite. Margot la prit sans la regarder. Il partit le premier. Elle resta avec Maître Chabrerie pour signer les documents de succession. Elle signa tout. Elle ressortit avec un titre de propriété plié dans la poche et 0 € de plus sur son compte. Dans l'escalier, elle croisa Vaugirard qui parlait au téléphone sur le palier. Il raccrocha en la voyant, boutonna sa veste d'un geste précis. Brume leva les yeux vers lui sans bouger. Il dit assez bas pour qu'elle seule l'entende. « Vous ne savez pas ce que vous refusez, mademoiselle. » Il descendit sans attendre de réponse. Margot resta sur le palier, la carte dans la main, la laisse enroulée autour du poignet. L'air de la cage d'escalier sentait la cire et le vieux papier. Elle décida de ne pas demander au notaire qui était exactement cet homme. Pas encore. En sortant de l'étude, elle tomba sur un vieil homme assis sur le banc devant la cathédrale, qui mangeait un morceau de pain en regardant les pigeons. Il leva les yeux en la voyant passer, remarqua Brume, le suivit du regard une seconde de trop. Puis il se leva lentement et dit « Vous êtes la petite fille de Célestine. » Margot s'arrêta. Elle ne le connaissait pas. Il dit « Elle vous attendait. Je m'appelle Firmin Lacombe. J'étais son voisin à Compin.
J'ai nourri vos abeilles en février pour qu'elles passent l'hiver. Il marqua une pause, regarda Brume une nouvelle fois. Il est temps que quelqu'un y retourne. Firmin Lacombe la conduisit à Compin dans une vieille Renault 4 bleue qui sentait le chien mouillé et le tabac refroidi. La route montait depuis Saint-Flour par une succession de virages en épingle, à travers les étraides qui commençaient à peine à bourgeonner. Firmin conduisait sans parler, les deux mains sur le volant, le regard droit. Brume était assis sur la banquette arrière, la tête contre la vitre. À 800 mètres d'altitude, le paysage changea d'un seul coup, comme on tourne une page. Les arbres disparurent. Ne resta que le plateau. Une étendue d'herbe rase couleur de paille morte, parcourue de murets de pierres sèches, avec des affleurements de basalte noir qui surgissaient par endroits comme des épaules sortant de terre. Le ciel devint immense et bas en même temps. Cette lumière particulière du césalier en mars qui donne l'impression qu'on a quitté quelque chose sans savoir quoi exactement. Margot regarda par la vitre sans rien dire. Il y avait dans ce paysage quelque chose d'austère qui ne cherchait pas à plaire et qui pour cette raison était difficile à quitter des yeux. Ils passèrent le bourg de Compin, une place, une église, un café fermé, 17 habitants à l'année selon le panneau. Firmin tourna à droite sur un chemin empierré qui montait encore. La ferme apparut au bout d'1 kilomètre, seule dans le pré, basse et trapue, en pierre de basalte noire avec des encadrements de granit clair aux fenêtres. Un toit de lauze brune qui affaissait légèrement sur le côté ouest. Une cheminée trapue. Derrière la maison, un pré en pente douce qui descendait vers une combe, et au fond de la combe, aligné sous un petit être solitaire, 13 ruches en bois, grises d'âge. Firmin arrêta la voiture. Il dit « Voilà !» La clé est sous la pierre plate à gauche de la porte. Le puits est en bas du pré, l'eau est bonne. Il y a du bois fendu dans l'appentis pour une semaine. Pour le reste, vous verrez. Margot descendit. Brume sauta derrière elle, fit 3 pas dans l'herbe, s'arrêta. Il leva le nez vers le plateau, vers la maison, vers les ruches au fond de la combe. Puis il s'assit dans l'herbe, les oreilles en avant, et ne bougea plus. Pas de curiosité nerveuse, pas d'exploration. Juste cette immobilité tranquille des êtres qui reconnaissent un endroit. Firmin dit depuis la vitre baissée « Il était né ici ». Margot se retourna, mais Firmin était déjà en train de remettre en route. Il ajouta qu'il passerait le lendemain matin avec du lait, qu'il était la 2e maison après l'église en redescendant, qu'il fallait frapper fort parce qu'il entendait mal. La Renault disparut au bout du chemin dans un nuage de poussière froide. Margot resta debout devant la porte. Brume vint se coller contre sa jambe. Elle souleva la pierre plate. La clé était là, en fer forgé noir, 10 centimètres de long, froide dans la paume. L'intérieur sentait la pierre froide, le feu de bois éteint depuis des semaines. Et quelque chose d'autre, plus faible, une odeur de cire et de miel, qui venait probablement de l'appentis. Une cuisine basse avec une cheminée ouverte, un évier en pierre, un unique robinet qui ne donnait pas d'eau parce que la pompe du puits était arrêtée. Une table en bois patiné, 4 chaises, un vaisselier avec 3 assiettes dépareillées. Au fond, une chambre avec un lit en fer, un matelas de laine recouvert d'une courte pointe bleue, une armoire. Un escalier étroit montait au comble. Margot ouvrit les volets un par un. La lumière entra, grise et franche. Brume fit le tour de la cuisine en reniflant chaque coin, puis alla se coucher devant la cheminée froide, exactement à l'endroit où, à en juger par l'usure du carrelage, un autre chien s'était couché pendant 40 ans. La nuit tomba tôt sur le plateau. Margot fit du feu avec le bois de l'appentis, fit fondre de la neige ramassée dans le pré dans une casserole posée sur les braises pour avoir de l'eau tiède. Elle mangea du pain et du fromage achetés à Saint-Flour. Elle donna à manger à Brume dans sa gamelle posée sur le carrelage. Avant de s'endormir, elle sortit avec la lampe torche jusqu'aux ruches. 13 alignées, gris bois patiné. La plupart silencieuses, vides. Mais 3 d'entre elles, les 3 du milieu, émettaient dans le froid du soir un bourdonnement bas et continu. Vivantes, elle savait 3 choses en remontant vers la maison. 3 ruches qu'elle retenait encore.
Vaugirard les voulait, elle et tout ce qui allait avec. Et elle ne savait pas encore pourquoi, mais elle allait le savoir. Les 3 premières semaines, Margot les passa à travailler et à ne pas trop penser. Elle remit en service la pompe du puits avec l'aide de Firmin, qui revint un matin avec une caisse à outils et 2 jointes neufs. Ils travaillèrent 2 heures côte à côte sans beaucoup parler, et quand l'eau monta dans le tuyau, Firmin essuya ses mains sur son pantalon et dit simplement « Voilà », comme si c'était tout ce qu'il y avait à dire. Elle refit la cheminée pour qu'elle tire correctement. Elle coupa du bois. Elle acheta à Saint-Flour un petit générateur d'occasion pour avoir de la lumière le soir. Elle refusa l'offre de Firmin de lui brancher l'électricité depuis sa maison. Trop de câbles, trop cher, elle n'en avait pas besoin pour le moment. Elle acheta 3 livres d'apiculture à la maison de la presse de Massiac et les lut le soir à la lampe à pétrole, les pages cornées, le crayon à la main. Elle s'inscrivit à un stage d'initiation de 3 jours organisé par le syndicat apicole du Puy-de-Dôme, ABES. Elle y rencontra Raymond Pastourel, apiculteur depuis 40 ans, un homme de 75 ans avec des mains larges et lentes, qui parlait peu et montrait beaucoup. Il lui enseigna le geste de base. Soulever un cadre sans brusquer le vol, tenir la planche à l'horizontale, lire la surface du couvain comme on lit un visage. Il lui apprit à reconnaître la reine au mouvement des ouvrières autour d'elle, à sentir la santé d'une colonie avant même de la voir. Il lui prêta son enfumoir et une veste de protection sans lui poser de questions sur d'où elle venait, ni ce qu'elle faisait là. Au 3e jour, il regarda Brume couchée au pied de Margot pendant toute la durée de la démonstration, parfaitement immobile, les oreilles orientées vers les ruches. Il dit « Il sait déjà tout ce que je vous apprends. Regardez-le la prochaine fois que vous serez devant une ruche. » Elle rentra au chassin avec l'enfumoir et la veste. Elle passa 4 jours à observer les 3 ruches vivantes, sans y toucher, assise sur un muret à 10 mètres, à regarder le va-et-vient des butineuses dans le froid du début avril. Brume s'installait à côté d'elle, parfaitement immobile. Il tournait la tête quand une abeille passait près de lui. Il ne grognait jamais. Il regardait avec cette attention patiente que Margot avait vue chez lui pendant des années devant les vaches malades, et qui n'était pas de la curiosité, mais quelque chose de plus calme, de plus utile. Le soir, elle lisait. La nuit, elle entendait le vent chercher les joints de la maison. Elle avait 780 € sur son compte. L'allocation chômage était arrivée, moins ce qu'elle avait dépensé pour la pompe, le générateur, le stage, les livres. Elle calculait avec précision, comme on calcule quand on n'a pas le droit de se tromper. Elle pouvait tenir jusqu'à l'automne si elle était prudente. Si les ruches donnaient une première récolte en juillet, ça pourrait faire la soudure. Si elles ne donnaient rien, elle vendrait en octobre et il resterait encore assez pour repartir ailleurs avec Brume. C'était l'option qu'elle gardait en réserve, au fond, comme on garde une porte de sortie sans vouloir la regarder en face. Ce fut au bout de la 3e semaine qu'elle remarqua le changement chez Brume. Chaque matin, il descendait avec elle au rucher pour l'inspection visuelle. Il se couchait à 10 mètres des 3 ruches vivantes, dans la position d'observation qu'il avait adoptée dès le début, et il la regardait travailler. C'était leur routine, établie sans qu'on l'ait décidée, solide comme les autres habitudes du plateau. Puis un matin, il ne s'arrêta pas à sa place habituelle. Il continua jusqu'au bout de l'alignement, tout au bout, jusqu'à la ruche la plus éloignée, la 13e, la plus vieille, celle dont le bois était presque noir. Il s'y coucha devant la planche d'envol et ne bougea plus. Margot l'appela. Il leva la tête, la regarda, reposa le museau sur ses pattes. Il ne revint pas. Le lendemain, même chose. Le surlendemain aussi. Margot s'agenouilla près de lui le 3e jour pour vérifier qu'il n'était pas malade. Il respirait tranquillement, mangeait normalement, sa patte boitait comme d'habitude, ni plus ni moins. Il n'était pas malade. Il avait simplement choisi cet endroit-là, cette ruche-là, et il attendait. Le 5e matin, Margot posa ses outils et alla s'asseoir à côté de Brume dans l'herbe humide. Elle regarda la ruche numéro 13 de près, vraiment de près, pour la première fois. Le bois était le même que les autres, ce gris patiné des vieux bois exposés à la pluie et au gel pendant des décennies. Mais les assemblages étaient différents, plus anciens. Les vis étaient à tête carrée,
pas cruciforme, le genre de quincaillerie qu'on ne trouvait plus depuis les années 70. Le toit n'avait pas la même inclinaison que les 12 autres, légèrement plus pentu, comme fabriqué selon un gabarit différent. Et la planche d'envol, en y regardant bien, était clouée. Pas posée, pas simplement ajustée comme sur toutes les autres. Clouée, avec de vieux clous à tête ronde qui avaient rouillé dans le bois jusqu'à ne faire plus qu'un avec lui. La ruche ne s'ouvrait pas par le haut. Elle ne s'ouvrait pas du tout. Margot passa la main sur le flanc. Le bois sonnait creux et plein en même temps, comme si l'intérieur avait été cloisonné, doublé d'autre chose que du vide. Elle remonta chercher un tournevis et un marteau dans l'appentis. Brume l'attendait exactement où elle l'avait laissé, couché devant la planche d'envol, le museau sur les pattes, sans avoir bougé d'un centimètre. Elle s'agenouilla et commença à travailler. Les vis étaient grippées, rouillées jusqu'à l'âme, certaines à moitié englouties dans le bois gonflé par les années d'humidité. Elle cassa la pointe du premier tournevis au bout de 10 minutes. Elle prit le deuxième, recommença, en forçant avec le marteau dans le manche pour donner plus de couple. Le bois résistait. Elle souffla sur ses doigts engourdis par le froid et continua. La planche d'envol céda au bout de 20 minutes. Elle tomba dans l'herbe avec un bruit sourd et bref, et une odeur monta de l'ouverture. Pas l'odeur de cire et de miel des ruches vivantes, mais quelque chose de plus sec, de plus fermé, l'odeur du feutre humide et du temps arrêté. À l'intérieur, la ruche n'était pas une ruche. Les cadres apicoles avaient été enlevés. L'espace intérieur, une quarantaine de centimètres dans chaque dimension, était entièrement tapissé d'un épais feutre brun qui absorbait l'humidité et isolait du gel. Et au centre de cet espace, posé à plat, enveloppé dans 2 sacs plastiques hermétiques emboîtés l'un dans l'autre, puis dans une toile cirée soigneusement nouée, un classeur à anneaux en sky noir, gonflé de documents. Margot ne toucha pas au classeur tout de suite. Elle resta accroupie au-dessus de l'ouverture et le regarda un moment, les mains sur les genoux, avec la sensation très nette qu'il existait un avant et un après cet instant précis, et qu'elle était en train de passer de l'un à l'autre sans pouvoir faire autrement et sans vraiment l'avoir cherché. Brume leva la tête. Il la regarda une seconde, puis reposa le museau sur ses pattes. Il avait fait ce qu'il avait à faire. Elle remonta le classeur à la maison. Elle le posa sur la table de la cuisine, alluma la lampe à pétrole parce que le jour dehors était blanc et plat et ne suffisait pas. Elle fit les gestes lentement, déchirer le plastique, dénouer la toile cirée, poser les 2 sacs sur le bord de l'évier. Elle ouvrit le classeur. Des fiches cartonnées manuscrites, classées par année, de 1983 à 2023. 40 ans d'une écriture régulière, appliquée, celle de quelqu'un habitué à noter avec précision, dans des conditions difficiles. Des photographies au Polaroid pour les premières années, puis des tirages numériques pour les dernières, chacune datée et légendée au stylo bille. Des résultats d'analyses de laboratoires avec en-têtes officielles. Des copies de courriers envoyés et de réponses reçues, certaines avec accusés de réception tamponnée. Une carte IGN du plateau du Césalier avec des croix rouges et des annotations au crayon. Margot s'assit sur la chaise. Brume vint se coucher à ses pieds. La lampe brûlait entre eux et le reste du monde. Elle commença par le début. Le dossier appartenait à Célestine Delahaye. Les premières fiches dataient de mai 1983. Célestine y décrivait à la main, avec la régularité d'une infirmière tenant un cahier de service, la mortalité anormale de sa ruche numéro 4. Effondrement de la colonie en 10 jours, abeilles trouvées par centaines devant la planche d'envol, tremblantes, incapables de rentrer, désorientées. Elle décrivait les symptômes avec une précision qui surprit Margot. Elle comprit au bout de 2 fiches que sa grand-mère n'était pas capicultrice. Elle avait été aide-soignante à l'hôpital de Besse de 1946 à 1981. Elle savait noter un symptôme comme on note une dégradation clinique. La date, l'heure, ce qu'on voit, ce qu'on mesure, ce qu'on ne peut pas encore expliquer. Célestine avait envoyé l'année suivante des échantillons d'abeilles mortes à l'Institut technique de l'apiculture pour analyse. Le rapport, daté de 1984, était dans le classeur,
mortalité associée à la présence de résidus d'insecticides de la famille des organophosphorés, concentration compatible avec une exposition à proximité de parcelles traitées. L'Institut concluait prudemment qu'il fallait identifier la source. Célestine avait identifié la source. Elle avait passé l'été 1984 à pied, avec un carnet à noter quelle parcelle du plateau avait été traitée, par qui et à quelle date. Elle avait identifié 2 exploitations qui utilisèrent des produits de la gamme Phytelia, commercialisés par un groupe français du nom de Synvea. Margot s'arrêta sur ce nom. Synvea. Le même groupe dont la filiale Valorex Nutrition avait fourni le tourteau de colza suspecté d'avoir empoisonné les vaches boisseliers 2 mois plus tôt. Le même groupe pour lequel elle avait été licenciée. Elle resta une seconde immobile, les yeux sur la page, avec la sensation physique que quelque chose venait de se connecter dans sa poitrine. 2 fils qu'on aurait tenus écartés depuis le début et qui se touchaient enfin. Elle continua à lire. Année après année, de 1985 à 2023, Célestine avait documenté les mortalités de ses ruches corrélées au traitement phytosanitaire des parcelles voisines, les changements de formulation Synvea au fil des décennies, le passage des organophosphorés aux néonicotinoïdes dans les années 90, puis le remplacement de certaines molécules interdites par des analogues non encore interdits dans les années 2010. Les courriers envoyés aux autorités sanitaires, au préfet, à 2 députés, à une journaliste de la montagne en 1997. Les réponses reçues, accusées de réception polie, promesses d'examen, puis silence. Et à partir de 2012, quelque chose de nouveau. Des photocopies de documents internes. Des notes de frais. Des plannings de tournées de commerciaux Synvea dans le Cantal. Des lettres d'un certain Hubert Monroe, ancien technicien commercial de Synvea à la retraite, qui avait contacté Célestine après avoir lu un article local sur son combat, et qui pendant 11 ans lui avait fourni des pièces qu'il avait conservées à son départ de l'entreprise. Parmi ces pièces, une étude interne commanditée par Synvea en 1998 sur la toxicité pour les abeilles de sa formulation Phytelia XR, qui concluait à une mortalité de laboratoire de 63% à dose homologuée. Cette étude n'avait jamais été transmise aux autorités sanitaires. Elle avait été réutilisée en 2006 comme base d'une reformulation superficielle du produit, rebaptisée Phytelia XR+, et remis en circulation. Margot posa le classeur. Elle se leva, alla à la porte, l'ouvrit. Il faisait nuit. Le vent était tombé. Une lune à 3/4 éclairait les murets et les ruches au fond du pré. Il y avait encore autre chose. En 2014, Synvea avait fait appel à une société de conseil en risque. Un des dirigeants de cette société était passé peu après comme directeur général d'une filiale d'assurance, la Mutuelle Centrale d'Auvergne. Depuis 2015, la mutuelle détenait, par l'intermédiaire d'une société civile immobilière, plus de 400 hectares sur le Césalier, rachetés un par un à des héritiers souvent pressés. Les terres étaient mises en friche. Officiellement, un programme écologique. Officieusement, Monroe l'écrivait sans détour. Une opération de rachat systématique des parcelles où des abeilles mortes avaient été analysées avec résultats positifs, destinée à faire disparaître les sites témoins avant que des études indépendantes puissent y être conduites. 82 000 €. Margot dit à voix haute, pour personne. Elle savait. Elle savait tout. Ce n'était pas une offre. C'était une tentative d'enterrement. Et Célestine, pendant 40 ans, avait tenu le dossier à l'abri dans une ruche que personne n'ouvrirait, en attendant que quelqu'un vienne avec les bonnes mains et le bon chien. 3 coups à la porte, espacés, sans urgence. Margot dormait encore à moitié sur la chaise, le classeur ouvert devant elle, la lampe à pétrole éteinte d'elle-même pendant la nuit. Elle se leva, ouvrit. Firmin était là dans le matin gris, un bonnet de laine enfoncé jusqu'aux sourcils, un bidon de lait à la main. Il regarda Margot, il regarda le classeur ouvert sur la table derrière elle. Il regarda Brume qui s'était assis à côté de la chaise, les oreilles en avant, comme quelqu'un qui attend qu'on confirme ce qu'il sait déjà. Firmin dit « Vous avez trouvé la ruche. Ce n'était pas une question.
Il entra sans attendre, posa le bidon sur la table à côté du classeur, s'assit sur la chaise en face. Il garda son bonnet. Il posa les mains à plat sur ses genoux et regarda la table un moment, comme on regarde quelque chose qu'on a porté longtemps et qu'on vient enfin de déposer. Il dit « Elle me l'a dit en 2019, quand elle a senti que ça commençait à tourner. Sa santé et autre chose. Elle savait que les gens de la mutuelle avaient commencé à s'intéresser à ces terres. Elle m'a dit qu'il y avait un classeur dans la ruche numéro 13. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas à qui le laisser. » Il marqua une pause. Dehors, le vent revenait sur le plateau, bas et régulier. Elle ne voulait pas vous en parler tant que vous aviez votre travail. Elle disait que ça vous coûterait votre carrière et qu'elle préférait que ça continue de dormir plutôt que de gâcher ce que vous aviez construit. Elle disait « Margot a mis 7 ans à arriver où elle est. Je ne vais pas lui prendre ça pour une histoire que personne n'a voulu entendre depuis 40 ans. » Margot ne répondit pas. Elle regardait le bidon de lait posé à côté du classeur, ces deux choses ensemble sur la même table. Et elle pensait à sa grand-mère seule ici pendant 40 hivers à noter dans ses fiches ce que personne ne voulait lire. Firmin reprit. Il dit que Célestine lui avait confié aussi autre chose, quelque chose qu'il n'avait compris qu'à moitié sur le moment. Elle avait dressé Brume, depuis qu'il était chiot, à garder la 13e ruche. Pas à la défendre, pas à aboyer. Juste à la surveiller, à y rester, à en faire son poste naturel. Et à n'y mener que quelqu'un en qui il avait confiance. Quelqu'un qui saurait attendre sans forcer, qui s'assoirait dans l'herbe plutôt que d'aller chercher un outil. Il regarda Brume qui n'avait pas bougé, assis contre la chaise de Margot, les oreilles en avant. Il dit « Elle m'a dit, textuellement, si un jour quelqu'un ouvre la 13e, que ce soit quelqu'un que Brume aura choisi de mener à elle. Si la personne comprend ce que le chien lui dit, elle saura quoi faire. Si elle ne comprend pas, elle vendra la ferme et au moins Brume sera avec elle et il sera bien soigné. » Margot regarda Brume. Brume la regardait. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans ce regard, rien de dramatique. C'était le même chien qui posait le museau sur sa cuisse depuis 11 ans. Il avait simplement fait ce qu'il savait faire et il attendait maintenant que ça suive son cours. Elle dit « Je ne savais pas. » Firmin dit « Elle le savait, elle. Ça lui suffisait. » Il glissa la main dans la poche de sa veste, en sortit un bout de papier plié en 4, le posa sur la table entre eux. Il dit « Il y a un journaliste à Clermont-Ferrand qui travaille pour la Dépêche du Massif. Il s'appelle Antonin Rochas. Il a tenu un dossier sur Sinvea pendant 5 ans sans pouvoir le publier faute de preuves. Des sources qui se rétractaient, des documents impossibles à authentifier seuls, des témoins qui avaient peur. Il cherche ce que vous avez dans ce classeur depuis 5 ans sans savoir que ça existait. » Firmin se leva. Il reboutonna sa veste, remit son bonnet droit sur son front. Il dit « Vous faites ce que vous voulez avec ça. Si vous voulez prendre l'argent de la mutuelle et partir, elle aurait compris. Je vous le dis tel qu'elle me l'a dit. C'est votre vie, pas la sienne. » Il alla vers la porte, l'ouvrit, s'arrêta dans l'encadrement avec la lumière froide du matin derrière lui. Margot regarda le bout de papier plié sur la table. Elle regarda Brume. Brume la regardait, immobile, patient, avec ses 2 yeux qui ne voyaient pas les choses de la même couleur et qui pourtant regardaient toujours dans la même direction. Elle dit « Le numéro ». Firmin hocha la tête une fois et sortit. Elle passa 2 jours à recopier le classeur entier dans un carnet, en numérotant chaque pièce, en croisant les dates, en dressant une chronologie propre. Elle voulait comprendre avant d'agir. Elle voulait être sûre de ce qu'elle tenait. Puis elle prit le car jusqu'à Clermont-Ferrand. Elle passa 3 jours à la bibliothèque universitaire, à demander les archives des bulletins sanitaires apicoles, du Puy-de-Dôme et du Cantal depuis 1985. Pour chaque mortalité documentée par Célestine, elle cherchait dans les bulletins officiels les signalements d'autres apiculteurs du secteur. À la même date, dans le même rayon. Elle trouva 74 cas. 74 ruchers effondrés,
74 déclarations qui avaient toutes reçu la même réponse administrative. Cause indéterminée, facteurs multiples, investigation non concluante. La formule variait légèrement d'une année à l'autre, mais la conclusion était toujours identique, comme écrite d'avance. La bibliothécaire qui l'accueillait, une femme d'une soixantaine d'années aux lunettes en écaille, ne lui posa jamais de questions sur ce qu'elle cherchait. Le deuxième matin, elle posa une tasse de café sur la table de Margot, en passant sans la regarder, comme on pose un outil à portée de main d'un collègue. Ce geste-là, Margot ne l'oublia pas. Elle retrouva Hubert Monnereau à Riom, dans un pavillon des années 80, au bout d'une rue tranquille. Un homme de 77 ans, grand, maigre, cheveux blancs, regard encore vif derrière des lunettes à double foyer. Il la fit entrer dans sa cuisine, mit de l'eau à chauffer, s'assit en face d'elle et parla longtemps. Il parla de ses 32 ans chez Sinvea, des alertes internes qu'on faisait taire, des lots distribués sciemment malgré des signalements répétés. Il parla de la raison pour laquelle il avait tout gardé en partant à la retraite. Pas par militantisme, juste pour pouvoir dormir. Il dit cette phrase simplement, sans chercher à en faire plus qu'elle n'était. Il se leva, ouvrit une armoire dans le couloir, revint avec une boîte en carton fermée au ruban adhésif. Il la posa sur la table. Il dit « Les originaux. Je les ai gardés. Prenez-les. Ils seront plus en sécurité avec vous qu'ici, et vous en aurez besoin. » Margot prit la boîte. Elle rentra sur le plateau ce soir-là par le dernier quart, la boîte sur les genoux, brume contre ses pieds dans l'allée centrale. Elle déposa tout dans le coffre-fort qu'elle avait scellé au mur de l'appentis, derrière le tas de bois. Les originaux du classeur, la boîte de Monnereau, le carnet de recoupement. Elle envoya le dossier à Rochas le 9 septembre, par courrier recommandé depuis la poste de Besse. La lettre de la préfecture arriva le 14. Elle l'ouvrit debout dans la cuisine. Son exploitation apicole faisait l'objet de 3 non-conformités majeures. Et surtout, lors d'un prélèvement effectué les 7 et 8 septembre, des traces d'un métabolite d'insecticide avaient été détectées dans un échantillon de son miel, incompatible avec la commercialisation en circuit court. Suspension immédiate de son autorisation de vente, 12 mois minimum, rappel des produits déjà mis sur le marché à ses frais. Elle relut 3 fois. Le prélèvement avait eu lieu les 7 et 8 septembre. Elle avait envoyé la lettre à Rochas le 9, un jour d'écart. Quelqu'un avait su avant qu'elle envoie quoi que ce soit. Quelqu'un avait été plus rapide, ou quelqu'un avait vu passer le courrier, ou quelqu'un dans le réseau de Rochas avait parlé trop tôt. Elle ne savait pas lequel. Elle savait ce que ça voulait dire. Vétérinaire licencié pour erreur de diagnostic. Apicultrice suspendue pour miel contaminé. L'histoire se racontait d'elle-même, sans qu'on ait besoin d'ajouter un mot. Une femme qui se trompait surtout, dont on ne pouvait rien croire, dont les documents venaient d'une grand-mère isolée et d'un vieux commercial amer. Proprement construit, sans laisser de traces, il suffisait d'une association d'idées. Elle reconnut la formule. Elle sourit malgré elle, seule dans la cuisine, avec l'arrêté dans la main et 340 € sur son compte. Elle descendit à Besse par le quart du soir, laissa Brume attachée devant le café, appela Rochas depuis la cabine à l'intérieur. Il décrocha aux 2e sonnerie. Il dit « Je venais de vous appeler. Vous avez reçu la lettre. » Margot dit « Ils savent. » Rochas dit « On continue ou on arrête. C'est à vous. » Elle regarda à travers la vitre. Brume était couchée sur le trottoir, le museau sur les pattes, les yeux levés vers la porte. Elle dit « On continue ?» L'article parut un samedi matin, en page 1 de la Dépêche du Massif, sous un titre sobre qui ne cherchait pas les faits. Rochas avait travaillé 5 mois sur les documents, croisé chaque information avec 2 toxicologues universitaires et un ancien inspecteur sanitaire, vérifié les registres phytosanitaires du Cantal avec une archiviste indépendante. Il avait fait son travail proprement, sans chercher à dramatiser ce qui était déjà suffisamment grave en l'état. Margot l'apprit par Firmin, qui lui apporta le journal plié sous le bras un samedi midi en frappant 3 coups à la porte. Elle le lut debout dans l'encadrement, une tasse de café dans la main.
Elle relut le paragraphe où figurait le nom de Célestine Delahaye, apicultrice de Compiègne, 40 ans de documentation silencieuse. Elle posa le journal sur la table et finit son café. La reprise nationale arriva dans les jours suivants. Le Monde d'abord, avec une enquête complémentaire qui remontait aux premières homologations Fitelia dans les années 80. Libération ensuite. Puis France Inter, une interview de 35 minutes où Rochas invita Margot à l'antenne. Elle accepta. Elle parla calmement en partant des ruches de sa grand-mère, en suivant le fil des fiches cartonnées, des analyses, des courriers sans réponse. Elle ne mentionna pas son propre licenciement une seule fois. Le journaliste le mentionna à sa place avec précision et sans emphase. Elle le confirma d'un mot. C'était suffisant. Le parquet de Paris se saisit du dossier le mardi suivant. Une information judiciaire fut ouverte pour mise en danger délibérée d'autrui, tromperie aggravée et dissimulation de données sanitaires. 3 perquisitions eurent lieu dans la semaine. Au siège de Sinvea à Nanterre, dans les bureaux de la Mutuelle Centrale d'Auvergne à Clermont et dans les locaux de la société civile immobilière qui détenait les terres rachetées sur le Césalier. Le rapport interne de 1998 fut saisi lors de la perquisition de Nanterre. Il était dans un classeur d'archives marqué à ne pas diffuser hors service juridique, en parfait état de conservation. 32 ans dans un tiroir fermé à clé, et il était intact. Laurent Vaugirard fut placé en garde à vue le 9 octobre pour subornation de fonctionnaires et entrave à l'enquête. Ce fut à ce moment-là que Margot comprit pourquoi il avait proposé 82 000 € ce matin-là à Saint-Flour, avec son sourire de quelqu'un qui trouve la situation légèrement comique. La mutuelle savait depuis 2019 qu'un dossier existait quelque part sur le plateau. Il ne savait pas où. Il savait qu'un jour quelqu'un hériterait. Il avait failli l'avoir. La préfecture du Puy-de-Dôme rapporta l'arrêté de suspension dans les 72 heures, suivant la publication du 2e article de Rochas, qui reproduisait en fac-similé la lettre envoyée à Margot 9 jours avant qu'elle contacte le journaliste. La préfecture invoqua une erreur de procédure. Les analyses du miel du chassin furent refaites par un laboratoire indépendant, mandaté par Margot elle-même. 0 trace. 0 métabolite. Le miel était ce qu'il avait toujours été. Un miel de sommet, au trèfle et au serpolet, récolté à la main sur un plateau où personne ne traitait à moins de 3 km. La lettre de la coopérative d'Aurillac arriva le 12 octobre. Papier à en-tête officielle, ton institutionnel et prudent, avec sous la prudence quelque chose qui ressemblait à de la gêne. La nouvelle direction par intérim proposait à Margot une réintégration, reconnaissait en termes soigneusement choisis que l'affaire avait été conduite dans des conditions qui ne correspondaient pas aux valeurs de la structure. Margot lut la lettre une fois. Elle alla chercher son carnet, arracha une feuille, écrivit 3 mots en capital sans ponctuation ni signature. Elle mit son manteau, descendit à Compiègne, glissa l'enveloppe dans la boîte aux lettres en face du café. Sur la feuille, « Merci, non, j'ai du travail ici. » Ce soir-là, elle descendit au rucher après dîner. Le vent soufflait du nord sur le plateau, régulier et froid, la même présence constante que depuis le premier soir. Elle marcha jusqu'au bout de l'alignement, jusqu'à la ruche numéro 13, celle qui n'était plus une ruche, celle dont la planche d'envol était restée à terre dans l'herbe depuis le matin où Brume l'avait menée là. Elle posa la main à plat sur le bois. Il était froid, il l'avait toujours été, il le serait toujours. Ce n'était pas ce qu'on lui demandait. On ne lui demandait pas de se réchauffer, on lui demandait de tenir. Depuis 40 ans, cette ruche tenait dans ce pré. Elle avait vu passer les saisons, une aide-soignante qui rentrait après ses gardes pour noter ce que l'État refusait d'entendre, un vieux commercial qui ne dormait plus, des éleveurs qui avaient tout perdu, une vétérinaire qui avait cru qu'elle allait tout perdre aussi. Brume respirait lentement contre sa cheville. Margot ferma les yeux. Elle écouta la ruche tenir.